Chers amis d'ici et d'ailleurs, ceux et celles qui nous regardent par la voie d'Internet, je vous souhaite la bienvenue au nom de la Faculté de théologie protestante qui organise ce programme et surtout avec le partenariat et le soutien de la Fondation Yves et Inès Oltramar. Programme que nous avons déjà entamé depuis un certain temps, donc la plupart d'entre vous connaissent certainement ces cycles différents et les conférences à présent vont porter sur les galaxies et les étoiles et nous nous réjouissons énormément de profiter à nouveau des compétences du professeur Trinh Tuan qui nous fait la joie de revenir pour un cycle de plusieurs conférences. Et donc pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore entendu, peut-être que je donne quelques éléments de connaissances pour la vie le destin et tout le cheminement de cet astrophysicien de renom qui est triculturel puisqu'il est né au Vietnam, il a fait ses études, disons sa scolarité en France et il a également étudié à Lausanne, puis il est parti aux États-Unis et il a fait toute sa carrière comme professeur d'astronomie à l'Université de Virginie. Et celles et ceux qui aiment lire des ouvrages de cosmologie qui sont accessibles pour les non-spécialistes, tout en étant véritablement des lieux de compétence, connaissent les ouvrages qu'il a écrits, généralement en français pour la plupart, avec des titres magnifiques comme La Mélodie secrète, ou bien Le Cosmos et le Lotus, que j'ai beaucoup aimé parce qu'il parle aussi de sa vie et de ses convictions. Et puis tout récemment vient de sortir Monde d'ailleurs. C'est pourquoi je vous saluais au début en disant « Bienvenue à vous d'ici et d'ailleurs ». Monde d'ailleurs, c'est beaucoup plus loin que ce que nous appelons ailleurs, c'est-à-dire au fin fond de l'espace et du temps. Quelque chose qui est très très difficile à penser, c'est que remonter avec les observations toujours plus précises, aller de plus en plus loin dans l'espace, c'est remonter dans le temps, en arrière dans le temps, ce qui est extraordinaire. Et donc, le professeur Trinh Tuan est un découvreur de galaxies, puisqu'il a été également le découvreur d'une jeune galaxie, il faut que je vérifie le chiffre tellement c'est incroyable, à 59 millions d'années-lumière de notre Voie lactée. Et donc, il nous en parlera, et également sur la manière dont Hubble a permis d'approfondir cet espace qui nous est encore tellement inconnu, et comment le nouveau télescope James Webb nous aidera également à approcher encore plus près du Big Bang et donc des origines. Et donc, nous allons traverser en quelque sorte les vies des galaxies. Aujourd'hui, la formation et l'évolution des galaxies. La prochaine fois, ça portera sur les étoiles. Et puis, nous assisterons aussi à la fin des vies et morts des étoiles et puis la fin des galaxies ou le développement des galaxies. Je pense que ce sera inclus dans les exposés. Donc, merci beaucoup et bonne écoute et bonne découverte. Merci beaucoup, professeur. Bonsoir, je suis très heureux d'être ici de nouveau, de participer à un nouveau cycle à ciel ouvert sur la science et spiritualité. Et je voulais parler aujourd'hui des galaxies et dans les deux prochaines conférences d'étoiles, parce qu'en fait, nous parlons souvent de l'univers, mais nous ne parlons pas des unités qui composent l'univers, pas tellement, enfin pour le grand public en tout cas, c'est-à-dire les galaxies, des ensembles comme notre Voie lactée de 100 milliards d'étoiles, ou même des étoiles. On parle souvent de trous noirs, de pulsars, de naines blanches, mais en fait, on ne décrit pas comment tout ça s'est produit dans l'espace, parce qu'il y a des évidences observationnelles maintenant qui démontrent tout ça. Donc aujourd'hui, je voulais parler des galaxies. Alors les galaxies, le thème spirituel qui est sous-jacent à tout ça, c'est que en fait, les galaxies sont des endroits où les étoiles naissent, font leur alchimie nucléaire et enrichissent le milieu interstellaire pour
la formation de la vie d'abord et puis de la conscience. Donc, vous entendez souvent l'expression « nous sommes tous des poussières d'étoiles ». Et donc, je vais vous montrer dans les 2 prochaines conférences comment les étoiles fabriquent les éléments dont la vie a besoin. Et ce qui est encore plus important, c'est que ces poussières d'étoiles sont conscientes, vous voyez. C'est parce que pour moi, en fait, l'univers n'aura pas d'essence si la vie, si des poussières d'étoiles s'assemblent en formant la vie. Mais si la vie s'arrête au niveau des bactéries, par exemple, ça n'aura aucun intérêt parce qu'ils n'auront pas la capacité de comprendre l'univers et de retracer l'histoire du Big Bang comme l'homme l'a fait. Donc, pour moi, les poussières d'étoiles doivent être conscientes et donner un sens à l'univers. Et donc, l'homme, pour l'instant, est la seule forme d'intelligence que nous connaissons dans l'univers, bien que, bon, nous cherchons beaucoup. Hein, c'est le thème d'ailleurs de ce que Elisabeth a mentionné auparavant, donc, de mon dernier livre qui s'appelle « Monde d'ailleurs ». Donc, voilà. Donc, les galaxies sont des écosystèmes d'étoiles liés ensemble par la gravité. Donc, si nous prenons notre Voie lactée, par exemple, c'est 100 milliards d'étoiles, comme le Soleil, liés ensemble par la gravité. Alors, je vais vous montrer que ce n'est pas une entité statique, mais elles sont liées en gravité, mais les étoiles bougent tout le temps et forment ce qu'on appelle des écosystèmes d'étoiles, c'est-à-dire ces étoiles s'assemblent du gaz interstellaire, du gaz qui est entre les étoiles, s'effondrent sous leur gravité, commencent leur alchimie nucléaire, et puis certaines vont exploser en des supernovas qui vont enrichir le milieu interstellaire de nouveaux éléments lourds, et tout ça, ça va éventuellement mener à donc cette vie que nous connaissons, mais que nous espérons trouver ailleurs aussi. C'est des poussières d'étoiles conscientes. Donc, les galaxies sont des endroits qui échappent à la dilution. Vous savez, l'espace est en expansion. J'espère que vous avez compris ça maintenant, que le Big Bang est en fait le résultat du Big Bang, c'est que toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. L'espace se dilue constamment. Mais les galaxies, à cause de leur gravité, restent des entités entières et c'est ça qui permet aux étoiles de fabriquer leur alchimie nucléaire. Donc, les galaxies permettent aux étoiles d'échapper à la dilution de l'univers et au refroidissement, parce que plus l'univers s'étend en taille, plus il se refroidit et donc le refroidissement n'est pas propice aux réactions nucléaires pour fabriquer des éléments. Donc, les galaxies sont essentielles, sont des lieux essentiels pour fabriquer des étoiles. Voilà, alors un petit rappel de l'histoire du Big Bang que vous avez déjà probablement compris l'année dernière, c'est que ici, vous voyez, attendez, où est-ce que je... Vous voyez la flèche? Oui. Donc voilà, ici, c'est le temps, vous voyez, ça part non pas du temps 0, mais 10 puissance moins 43 secondes, ce qu'on appelle le mur de Planck, le temps de Planck, 10 puissance moins 43 secondes. C'est le chiffre 1 survient après 43 zéros. C'est un chiffre très, très petit. Alors vous me demandez pourquoi je ne commence pas mon histoire au temps 0, et la réponse est que la physique perd pied au temps de Planck. Vous voyez, la physique est décrite par 2 théories fondamentales maintenant. Dans l'infiniment petit, c'est la mécanique quantique, et dans l'infiniment grand, c'est la relativité. Or, ces 2 théories, qui sont toutes 2 nées au début du XXe siècle, sont incompatibles l'un avec l'autre. La relativité dit que l'espace et le temps sont lisses, des entités lisses, tandis que la mécanique quantique, ça devient des fluctuations quantiques, et même le temps et l'espace n'ont peut-être même plus de sens à partir de 1043. Donc, elles sont incompatibles pour l'instant. Les physiciens travaillent d'arrache-pied pour unifier les 2, mais pour l'instant, il n'y a pas ils n'ont
n'ont pas encore réussi. Donc, nous partons de 10 puissance moins 43 secondes, 10 puissance moins 32 secondes, donc encore des temps très, très petits. Il y a eu ce qu'on appelle une inflation de l'univers, l'univers d'une taille très, très petite, des milliards de fois plus petit qu'un atome. En une fraction de seconde, 10 puissance moins 32 secondes, vous voyez, devient quelque chose de la taille d'un ballon de football, par exemple. Et puis, il est parti d'un vide, mais le vide quantique n'est pas un vide dénué de tout comme on le pense, mais un vide rempli d'énergie. Et l'énergie, bien sûr, peut générer la matière. Ça, c'est E égale mc2, vous savez, l'énergie et la masse sont équivalentes par l'équation d'Einstein. Et m multiplié, vous mettez la masse de la matière par le carré de la vitesse de la lumière et vous obtenez l'énergie. Donc cette énergie va vers 1 millionième de seconde, va se convertir en matière, donc des quarks, qui sont les bases de la matière et les électrons. Et après, et puis ces quarks vont s'assembler 3 par 3 par la force nucléaire forte pour former des neutrons de protons qui sont les briques des noyaux d'atomes. Vous voyez, et donc après 3 minutes, les noyaux d'atomes se forment. Et en fait, il n'y a que deux formes principales d'atomes qui se forment. L'un, c'est l'hydrogène. Le noyau, c'est juste un proton. Et puis l'autre, c'est l'hélium. L'hélium, 4 fois plus lourd que l'hydrogène environ, c'est 2 protons et 2 neutrons. Donc ils s'assemblent et la colle qui assemble les quarks ensemble, c'est ce qu'on appelle la force nucléaire forte. Donc vous voyez, l'univers continue à se diluer très très vite et c'est pourquoi les autres éléments plus lourds n'ont pas le temps de se former. Vous voyez? Et donc si on s'en tient seulement au Big Bang, il n'y aura que l'hydrogène et l'hélium dans l'univers et bon, nous ne serons pas là pour en parler hein, parce que pour fabriquer la vie, il faut des atomes autrement plus lourds que l'hydrogène et plus complexes que l'hydrogène et l'hélium. Et donc, il faut que l'univers trouve un autre moyen pour fabriquer les éléments lourds. Et ce moyen, ce sont les étoiles. Il invente les étoiles. Donc voilà. Donc, à l'an 380 000 ans, l'univers s'est refroidi à environ 3000 degrés Kelvin ou centigrade, si vous voulez, parce qu'à de telles températures, la différence est très petite. C'est seulement 273 entre les deux échelles. Et il y aura aussi donc les atomes se forment, et les atomes, c'est vraiment la combinaison des électrons avec les noyaux d'atomes. Donc, je vous ai dit qu'il y a que 2 sortes de noyaux d'atomes, l'hydrogène et l'hélium. Donc, l'hydrogène, il suffit qu'il capture un électron pour avoir un atome d'hydrogène, et tandis que pour l'hélium, c'est 2 protons et 2 neutrons. Les neutrons, bien sûr, n'ont pas de charge électrique, donc il y a 2 charges positives qu'il faut neutraliser, donc il faut combiner avec 2 électrons, et on forme ainsi des atomes d'hydrogène et d'hélium. Et ça se produit, donc tous les électrons sont emprisonnés dans des atomes, et maintenant la lumière qui tentait de se frayer un chemin dans la jungle des électrons auparavant, et qui ne pouvait pas, et c'est quoi, avant l'an 380 000, l'univers était opaque, pas du tout transparent. Après l'an 380 000, les électrons sont emprisonnés dans les atomes et donc la lumière peut se propager directement maintenant et on peut les capter avec nos télescopes. Et en fait, voilà, donc tout ce que je vous ai dit résumé dans peut-être que je devrais retourner ici un peu aussi. Donc les atomes se forment ici, donc vous avez des atomes d'hydrogène et d'hélium. Vous voyez, et puis de l'an 380 000 au premier milliard d'années, quelque part dans ce temps se forment les premières étoiles, les premières galaxies. Donc l'an 380 000 est la plus vieille image de l'univers qu'on peut
qu'on peut donner de l'univers. Et ça, c'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile qui est découvert par ces deux physiciens, Pezias et Wilson, travaillaient au laboratoire Bertelephone et ils ne recherchaient pas du tout la chaleur qui reste à la création, mais c'est presque par hasard. Ils voulaient faire un télescope assez sensible pour détecter les signaux de Telstar, l'un des premiers satellites de communication. Mais par hasard, ils trouvaient un rayonnement qui restait et dans toutes les directions du ciel. Et puis finalement, ils se sont aperçus que c'est vraiment la chaleur qui reste du Big Bang, en fait. Donc, en 1965, ils ont mis le Big Bang sur une base très, très solide. Et maintenant, moi, je dirais 99,9% des astrophysiciens pensent que la théorie du Big Bang est une théorie valable qui a beaucoup de supports observationnels. D'abord, l'expansion de l'univers. Toutes les galaxies s'éloignent de nous. Deuxièmement, le rayonnement fossile allant 380 000, c'est découvert aussi. Et troisièmement, l'hydrogène et l'hélium. Le Big Bang, la théorie du Big Bang prévoit environ 3/4 de la masse en hydrogène et 1/4 de la masse d'hélium. Et c'est exactement la proportion qu'on voit dans toutes les galaxies et toutes les étoiles. Donc tout ça, c'est pas de la magie, mais quelque chose qui est vraiment basé sur des observations. Voilà, ça c'est le rayonnement fossile que vous voyez. Vous voyez la température maintenant, à cause de l'expansion de l'univers, c'est beaucoup refroidi. Je vous ai dit qu'en 380 000, c'était de l'ordre de 30 000 degrés Kelvin. Mais ici, maintenant, si vous allez dans l'espace entre les galaxies, c'est 2,7 Kelvin seulement. Alors, vous voyez que cette carte de température n'est pas uniforme. Il y a des irrégularités ici. Très petites, de l'ordre d'un 100 millième de degré Kelvin. Mais ça suffit justement pour former des structures. Et justement, il faut que le rayonnement fossile ne soit pas complètement uniforme, sinon nous ne serons pas ici pour en parler. Donc, je vais vous montrer pourquoi. Donc, voilà. Donc, la formation des galaxies. Les semences de galaxies, j'appelle ces fluctuations de température des semences de galaxies. Elles vont s'amplifier au cours du temps par la gravité pour devenir des nuages. On a des nuages. En l'an 380 000, je vous ai dit, l'hydrogène et l'hélium se forment et on a des nuages neutres d'hydrogène et d'hélium. Pas encore d'étoiles. C'est encore ce qu'on appelle la phase de l'air sombre, parce que les étoiles ne sont pas encore là pour illuminer le ciel. Donc, il n'y a que l'hydrogène et l'hélium. Mais ces nuages d'hydrogène et d'hélium vont s'assembler par la gravité et augmenter de plus en plus de masse. Et la masse fait que le gaz d'hydrogène et d'hélium s'effondre. Et quand le gaz s'effondre, il se réchauffe. Et quand la température dépasse environ 15 millions de degrés, la température centrale du Soleil, par exemple, c'est l'ordre de 10 millions de degrés, vous voyez, les réactions nucléaires s'enclenchent. Et les réactions nucléaires, c'est ça qui permet de construire la complexité, les éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Donc voilà. Les fluctuations de densité sont amplifiées par la gravité, les nuages protogalactiques, donc avant la formation des étoiles et des galaxies. Proto veut dire avant. Protogalactique d'hydrogène et d'hélium neutre. Et puis donc la formation des galaxies, l'effondrement gravitationnel des nuages protogalactiques qui donc fait s'échauffer le gaz et donc déclencher les réactions nucléaires et former les éléments plus lourds. Donc, je pense, et la plupart de mes collègues pensent, que les galaxies se sont formées à partir des galaxies naines. De l'ordre, les galaxies naines sont des galaxies plus petites que la Voie lactée. Je dis la Voie lactée, quoi, c'est de l'ordre de 100 milliards de soleils.
une galaxie naine, c'est peut-être 10 fois moins massive, 10 milliards peut-être, 10 milliards de soleils ou quelques milliards de soleils. Et ce sont ces galaxies que je pense sont les briques des galaxies et qui vont s'assembler sur leur gravité pour former les galaxies plus larges, plus massives, comme la Voie lactée. Donc, ça, on espère beaucoup que James Webb, ici représenté, qui est le successeur de Hubble, vous voyez, James Webb Space Telescope, JWST, je l'appelle, a un diamètre de 6,5 m comparé à Hubble qui est de 2,4 m. Vous voyez, et vous savez bien, il a été lancé à Noël dernier, le 25 décembre 2021. Il est maintenant dans une orbite qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, de l'autre côté de la Lune, vous voyez, et dans une orbite qui fait que à mesure que le télescope tourne autour du Soleil, le Soleil, la Terre et le télescope sont toujours alignés. Ça, c'est essayer de protéger le télescope de la chaleur solaire. Donc, il y a un immense pare-brise, en quelque sorte, qui est aussi grand qu'un court de tennis, qui vont bloquer la chaleur solaire pour que le télescope de 6,5 m de diamètre ne s'échauffe pas trop et nous donne des observations. Alors, vous savez bien que le lancement a été réussi. Il est maintenant au point de Lagrange, ce qu'on appelle le point de Lagrange entre le Soleil et la Terre. Et tout s'est bien passé jusqu'ici. Il y a encore des mises au point à faire avant de savoir s'il fonctionne vraiment, parce que vous savez bien que ce télescope ne peut pas contenir, c'est une Ariane 5 qui a lancé le télescope, le Kourou, et s'était replié sur lui-même, bien sûr. Maintenant, le télescope doit se déplier dans l'espace et avoir une forme parfaite pour faire des observations, et donc il faut vérifier tout ça. Il faudra encore peut-être une demi-année. Donc, j'espère que les premiers résultats, les premières images de JWST, James Webb Space Telescope, va nous parvenir quelque temps cet été, en juin, juillet. Ce sera fabuleux, je pense, parce qu'il va justement explorer cette région de temps entre 380 000 ans, quand les premiers nuages d'hydrogène et d'hélium se forment, et puis le premier milliard d'années, qui, on sait maintenant, on voit déjà des galaxies de l'ordre d'1 milliard d'années. Mais les premières galaxies et les premières étoiles doivent se former quelque part entre donc 400 000 ans, 380 000 ans, et le premier milliard d'années. Alors, c'est à James Webb de nous préciser ça, d'observer aussi loin que possible, parce que vous savez, en astronomie, regarder faible, c'est regarder loin, et regarder loin, c'est remonter le temps plus loin, n'est-ce pas? Jusqu'à l'an 380 000. 380 000, on ne peut plus utiliser le télescope parce que la lumière ne se propage plus, l'univers n'est pas transparent et opaque. Et là, c'est là où les accélérateurs de particules, comme celui du LHC, Large Hadron Collider, au CERN, prend la relève pour explorer la physique. Mais cette période où la période de l'âge sombre, où il n'y avait que l'hydrogène et des nuages d'hydrogène et d'hélium, va prendre fin quand les premières étoiles vont se former par les réactions nucléaires. Et donc, voilà. Donc, il va préciser, James Webb va préciser vraiment la séquence des premières étoiles et des premières galaxies. Donc, ce sera fabuleux. Moi, mon domaine de recherche est précisément la formation et l'évolution des galaxies. Et j'ai toujours
observé avec Hubble, entre autres, ces galaxies naines, et j'attends avec beaucoup d'impatience toutes les choses fausses dont je me suis imaginé. Vous voyez, parce que l'univers est toujours beaucoup plus créatif que l'imagination de l'homme. Donc, l'univers nous a toujours surpris par son inventivité, que l'homme même les scénarios les plus fantastiques, vous voyez, l'univers nous bat toujours. Voilà, donc il va remonter le temps jusqu'à... James Webb va remonter le temps jusqu'à quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Alors pour l'instant, les théories disent que c'est l'ordre de 400 000 millions d'années après le Big Bang. On va voir, mais je pense que c'est de l'ordre de ce côté. Bon, on va voir. Ça va tester vraiment nos théories de formation de galaxies et d'étoiles. Alors, la façon, donc, Hubble nous a déjà, le télescope Hubble nous a déjà indiqué qu'il y avait ce processus. Ce sont des galaxies naines qui s'assemblent sous la gravité, et donc, vous voyez, c'est complètement irrégulier. Ici, cet axe-là indique l'axe du temps. Donc, 0, vous voyez, je vous ai dit que je ne peux pas remonter jusqu'en 0, mais 10 puissance moins 43 secondes, c'est vraiment très, très proche de 0. Donc, 0 milliards d'années et jusqu'aux 3 milliards d'années, vous voyez, ces galaxies sont des galaxies très agrumeaux, hein, clumpy en anglais. Comment on dit clumpy en français? Des clumps, tu voyais, des masses, des grumeaux, des choses qui sont irrégulières, donc qui s'assemblent, vous voyez, sur l'effet de gravité. Par exemple, ici, il y a quatre galaxies naines qui sont en train de s'assembler. Vous voyez, à mesure que l'âge de l'univers progresse, on voit que ça s'assemble de plus en plus jusqu'à ne former qu'une seule entité, comme ici. On voit moins les irrégularités. Mais toute cette séquence, Hubble a confirmé que les galaxies se forment par fusion hiérarchique de galaxies naines. Donc, si vous avez, par exemple, 10 galaxies de 10 puissance 10 masses solaires, par exemple, ou 100 galaxies de cette masse, vous pouvez, 10 galaxies, vous pouvez faire une voie lactée de 10 puissance 11 en assemblant 10 galaxies ensemble. Vous voyez, c'est par la fusion hiérarchique, par la force de gravité. C'est la gravité qui est la force principale, qui modèle, qui façonne l'univers. Et ici, vous voyez, ce sont les types de galaxies qui sont maintenant dans l'univers actuel. Et ça, c'est ce qu'on appelle la séquence de Hubble. Hubble, maintenant, c'est l'astronome Hubble, Edwin Hubble. Ce n'est pas le télescope. Attendez, donc je vous montre d'autres. Ici, par exemple, l'âge de l'univers, c'est seulement 2-4 milliards d'années, vous voyez. Il y a vraiment des grumeaux partout, hein. C'est des irrégularités, des galaxies irrégulières qui s'assemblent pour former plus tard une seule entité, vous voyez. C'est beaucoup plus... bon, il n'a pas encore digéré ce qu'il a mangé, mais la forme est beaucoup plus régulière. Donc, c'est comme ça que je pense que les galaxies normales, comme la Voie lactée, se forment à partir de galaxies naines beaucoup plus petites, beaucoup moins massives, et on voit l'évidence en remontant le temps, juste par Hubble. Et James Webb devrait encore confirmer cette vision des choses. Donc, bon, toute la communauté astronomique attend avec beaucoup d'impatience ces premières images pour voir si toutes nos idées sont bien fondées ou l'univers nous surprend encore une fois de plus. Ça, on va voir. Donc, ici, c'est le type de galaxie qu'on voit maintenant, vous voyez. Donc, le but de ça, c'est on voit maintenant des galaxies
classifié par Edwin Hubble. Hein, je parle maintenant de l'astronome américain. Et il a classifié les galaxies juste parce qu'en 1923, vous voyez, c'est lui qui a le premier montré l'existence des galaxies au-delà de notre Voie lactée. Parce qu'au début du XXe siècle, on pensait encore qu'il y a des barrages. Est-ce que l'univers était contenu dans la Voie lactée ou qu'est-ce qu'il y avait d'autres Voies lactées au-delà de notre Voie lactée? Et Hubble montre de façon définitive qu'il y a d'autres galaxies au-delà de la Voie lactée, donc d'autres galaxies. Et donc maintenant, on sait que l'univers observable contient environ 100 milliards de galaxies, chacune contenant 100 milliards de soleils. Donc voilà, donc ça c'est en comptant les galaxies photographiées par le plus grand télescope. Ici, c'est les galaxies que vous voyez maintenant. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle des galaxies elliptiques, et E0, E5 sont des chiffres qui dénotent la forme de la galaxie. E0, c'est une galaxie vraiment sphéroïdale, complètement sphère, parce que, attendez, l'ellipse, bien sûr, donc il y a des galaxies elliptiques. Tout ça, ce sont des galaxies elliptiques. Donc, pour bien clarifier les choses, il y a trois types principaux de galaxies. Il y a d'abord les galaxies elliptiques, et donc leur nom indique que c'est la forme projetée dans le ciel, c'est une ellipse. OK? Et puis, il y a ce qu'on appelle des galaxies spirales. Et donc, vous voyez, S, c'est spirale, et A, B, C, ça indique l'ouverture des bras et la taille du bulbe ici. Le bulbe est très grand, tandis que C, le bulbe est beaucoup plus petit. Ici, les bras sont tellement enroulés qu'on le voit enroulé sur le bulbe, qu'on ne voit même pas, tandis qu'ici, c'est beaucoup plus ouvert, vous voyez. Donc, c'est C, SC, SA, et puis il y a aussi ce qu'on appelle des galaxies barrées. Donc, au lieu d'une bulbe, ici, c'est une barre. Donc, de nouveau, SBA, c'est-à-dire pas très ouvert, pas très ouvert, très fermé, les bras spiraux. Tandis que SBC, S, c'est pour spirale, vous voyez, B, c'est pour la barre, une structure barrée, et C, ça dénote l'ouverture des bras. Et ici, l'ouverture est très grande, donc c'est pas A. Vous voyez? Donc voilà, donc récapitulation, galaxie elliptique, galaxie spirale. Les spirales peuvent être non barrées ou barrées. Et puis, tout ce qui ne tombe pas dans la catégorie elliptique ou spirale, on les appelle des galaxies irrégulières. Elles ne sont pas régulières. Donc, justement, ce sont ces galaxies à grumeaux dont je parlais. Donc ici, bon, galaxie elliptique, vous voyez, l'ellipticité, on définit comme 1 moins B sur A divisé par 10, c'est-à-dire le rapport des axes. Et quand la galaxie est complètement sphérique, bien sûr, le rapport des axes est égal, n'est-ce pas? Les deux rayons sont égaux. Donc B sur A égale 1, et 1 moins B sur A égale 0. 1 moins 1 égale 0. Donc, c'est une sphéroïde, c'est E0. Et puis, la galaxie elliptique qui sont les plus aplaties, c'est E7, c'est-à-dire B sur A égale 1 tiers. C'est-à-dire, vous voyez, ça c'est 1, ça c'est 1, et l'axe majeur c'est 3. Donc, c'est 1 tiers. Donc c'est le plus aplati des galaxies elliptiques. Et pour les galaxies elliptiques, il n'y a pas de disque, pas de formation d'étoiles, pas de gaz et de poussière. En fait, les deux vont ensemble parce que le gaz et la poussière permettent la formation des étoiles. Je vous ai dit que c'est les nuages d'hydrogène et l'hélium, en s'effondrant sur eux-mêmes, en augmentant la température, que les réactions nucléaires se déclenchent, et donc les étoiles se forment,
et donc, ça forme des galaxies spirales, justement. Dans le disque, c'est spirale. Mais dans les elliptiques, il n'y a pas de disque, pas de formation d'étoiles, pas de gaz et poussière. Et ces galaxies elliptiques peuvent aller de 10 fois la masse de la Voie lactée jusqu'à un 100 millième de la masse de la Voie lactée. Donc, ce sont des galaxies massives à des galaxies naines. Donc, voilà quelques exemples de galaxies elliptiques. Vous voyez, chaque point ici que vous voyez, c'est une étoile comme le Soleil. Donc, c'est un ensemble. Messier 87 est 10 fois plus massif que la Voie lactée, donc ça contient même pas 100 milliards, mais 1000 milliards de soleils même. Il y a un trou noir supermassif à son centre, sur lequel je reviendrai. Donc, c'est une galaxie elliptique qui est presque ronde, comme vous voyez. Hein, donc, c'est un E2. C'est proche de 0. 0, c'est une sphère parfaite. Mais donc, ça, c'est une elliptique 2. Ici, c'est une galaxie naine, vous voyez, on ne voit presque pas, en fait. Mais si vous regardez bien, il y a une concentration d'étoiles ici. Et ça, c'est une galaxie naine. Et ces galaxies naines, c'est en s'assemblant par la gravité qui vont faire les grandes galaxies. Donc, c'est la galaxie elliptique. Et les galaxies spirales, il y a un halo, des bulbes de forme sphéroïdale, pas de gaz et de poussière. Donc, il y a un halo, d'abord, qui ressemble à la population stellaire des galaxies elliptiques. Donc, pas de gaz, pas d'étoiles jeunes, pas de poussière. Mais il y a aussi un disque aplati qui contient beaucoup de gaz et de poussière. Et le gaz forme de nouvelles étoiles qui s'alignent sur des bras spiraux. Et il y a beaucoup d'étoiles jeunes. Donc, ça, c'est les galaxies spirales. Et donc, notre galaxie, c'est une galaxie spirale. Donc, notre Voie lactée, c'est comme ça, vous voyez. Il y a un bulbe et il y a des bras spiraux qui sont formés par des étoiles jeunes. Et le Soleil, vous savez bien, ce n'est pas au centre de la Voie lactée qu'il est, mais un peu vers le bord, la moitié vers le bord du disque galactique. Donc, c'est à 26 années-lumière, quelque part par là, vous voyez. Notre Soleil est ici. Ce n'est pas au centre. Et il y a ce halo qui contient des amas globulaires. C'est des ensembles sphériques d'étoiles de haut de 100 000, 100 000 à 1 million d'étoiles vieilles. Parce que toutes les choses qui sont dans le halo sont vieilles. Et puis, on a aussi un halo qui est 10 fois plus massif, on sait, mais dont on ne sait pas aucunement la nature. On sait qu'elle est là parce qu'elle exerce la gravité qui font tourner les étoiles, mais on ne la voit pas. Donc, on ne connaît aucunement la nature. Ce qu'on appelle la masse noire des galaxies. C'est le fameux problème de la masse noire de l'univers. On ne sait pas de quoi elle est formée. On sait qu'elle doit être massive, cette particule, parce qu'elle exerce la gravité. Mais moi, j'avais beaucoup espéré pour le LHC d'avoir trouvé ça, vous voyez, à CERN, ici à Genève, de trouver des choses massives, des particules très massives qui sont produites au début du Big Bang quand l'énergie était très grande. Et l'énergie du LHC, bien sûr, est très grande. Ça peut reproduire des énergies de l'ordre d'un milliardième de secondes après le Big Bang. Mais jusqu'ici, rien. Les physiciens des particules n'ont rien découvert. Donc, le problème de la masse noire est un problème qui reste en astrophysique. Et je ne sais pas si JWST, pour l'instant, va pouvoir résoudre ce problème, résoudre le problème de la masse noire, parce qu'il y a deux choses. Il y a la masse noire, mais aussi l'énergie noire, et les deux constituent 95% du contenu de l'univers. Donc, on sait, malgré toute notre connaissance, on connaît 5% de l'univers.
95% de l'univers nous échappe complètement encore. Donc, je ne suis pas prêt de me retrouver au chômage. Donc, voilà. Donc ça c'est les galaxies spirales. Et puis les galaxies elliptiques, ah non. Ici, c'est le disque que je vous ai montré, hein, le disque qui est très très fin, c'est 1000 années-lumière seulement d'épaisseur, tandis que la taille, c'est l'ordre de 100 000 années-lumière. Vous voyez, donc le rayon, c'est 50 000 années-lumière. Et notre Soleil, c'est 26 000. Ça a changé un petit peu, 26 000 années-lumière. Donc notre Soleil est ici. Il fait le tour, comme ça, autour du bulbe, comme ça, à 26 000 années-lumière. Il se déplace à 220 km par seconde. Donc, vous voyez, chaque tic qui passe, nous avons voyagé dans l'espace intérieur de 220 km. Et donc, puisqu'on connaît sa distance, on peut calculer le cercle qu'il décrit. Et en divisant par la vitesse, on a le temps pour faire un tour de la galaxie. Ça fait 230 millions d'années. Donc, il a fait... Le Soleil est né il y a 4,5 milliards d'années, donc il a fait 19 orbites. Nous avons fait 19 fois, enfin, nous, c'est-à-dire nous sommes venus bien tard, beaucoup plus tard, mais la Voie lactée a fait 19 fois le tour de la galaxie. Et ça, c'est les divers mouvements. Donc, vous voyez, je vous ai dit que le Soleil fait un tour comme ça. Alors, ce n'est pas tout à fait... il ne reste pas tout à fait dans le plan. Il fait un peu au-dessus du plan galactique, un peu au-dessous. C'est comme un manège. Hein. Vous savez, les chevaux montent et descendent pendant que le manège tourne. Donc, le Soleil fait un peu comme ça. Mais l'amplitude du dessus, au-dessus ou au-dessous du plan galactique, c'est 10 km par rapport à 220 km. Hein, c'est pas beaucoup. Donc, c'est surtout un mouvement circulaire parce que nous tournons autour du Soleil. Le Soleil tourne autour de la Voie lactée, mais donc nous suivons le Soleil, bien sûr. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des galaxies spirales. Et il y a d'autres galaxies spirales. Ça ressemble beaucoup au type de la Voie lactée. Vous voyez, il y a une spirale. Et BC, c'est l'ouverture des bras, comme je vous ai dit. Et donc, si nous voyons notre galaxie de face, comme ici, c'est ce que nous verrons. Et le Soleil sera quelque part par là, faisant un tour tous les 250 millions d'années. D'autres galaxies spirales. Vous voyez, donc, c'est vraiment un problème d'expliquer toutes ces formes. Et ça, c'est une galaxie barrée maintenant. Vous voyez, comme une barre de savon maintenant, avec des bras spiraux. Et les bras spiraux sont tracés par des étoiles jaunes qui se forment à cause de l'effondrement des nuages d'hydrogène et d'hélium dont je vous ai parlé tout à l'heure. Combien c'est de 15 minutes? Oui. Donc, et ça, c'est vu par la tranche. Donc, les galaxies spirales sont composées toujours de disques et d'un halo. Ici, alors, comme je l'ai dit, c'est fait de particules probablement très massives, mais on ne sait aucunement la nature. Donc, celui qui découvrira sa nature aura certainement son billet offert pour aller à Stockholm. Donc galaxie lenticulaire, oh oui. Donc, ça, c'est un peu Attendez, est-ce que je vais... C'est la catégorie intermédiaire entre les elliptiques. Il y a un halo elliptique aussi, mais aussi un disque qui ressemble beaucoup à
aux galaxies spirales. Et donc, il y a un sphéroïde et un disque, donc un halo et un disque, et peu de gaz et de poussière. C'est-à-dire, c'est comme une galaxie spirale qui a été débarrassée de gaz et de poussière. Et ça, voilà, c'est ce qu'on appelle la galaxie sombrero. Ça rappelle un sombrero mexicain. Vous voyez, il y a une bande de poussière ici, et puis une sorte de halo aussi, qui est certes visible près du disque, mais devient invisible quand vous allez plus loin. Et donc maintenant, je vais parler des galaxies irrégulières, tout ce qui ne va pas dans les catégories de spirale ou d'elliptique. Et ça, je vous ai dit, hein, c'est ce que je pense être les briques des galaxies régulières. Ce sont ces galaxies irrégulières qui, en s'assemblant sous l'effet de gravité, forment les grandes galaxies. Alors ça c'est les grands nuages de Magellan, qui est une galaxie irrégulière. Vous voyez, il n'y a pas de forme vraiment. 158 000 années. On les appelle les nuages de Magellan parce que ce sont des galaxies qui ont été découvertes par Magellan quand il est le premier explorateur à franchir l'équateur. Et si vous allez dans l'hémisphère sud, vous verrez à l'œil nu le nuage de Magellan, deux nuages de Magellan qui sont superbes à l'œil nu. Ouais, ça, c'est l'autre, le petit nuage de Magellan à 190 000 années-lumière et l'autre, c'est 158 000 années-lumière, le grand nuage de Magellan. Vous voyez, beaucoup d'étoiles jaunes, c'est la couleur bleue qui indique ça, et le gaz ionisé, ça, c'est la couleur rouge du gaz ionisé. Et ici, ces galaxies que Elisabeth a mentionnées tout à l'heure, que j'ai découvertes avec Hubble, et daté son âge en fait. Et c'est vraiment une galaxie jaune, vous voyez, beaucoup d'étoiles jaunes ici. Je l'appelle une galaxie bébé. Peut-être la plupart des galaxies, la plupart des étoiles dans cette galaxie sont formées il y a seulement 1 milliard d'années. Vous voyez, la plupart des galaxies sont formées juste après le Big Bang, n'est-ce pas? Je vous ai dit entre 380 000 et le premier milliard d'années. Et l'âge de l'univers étant de 13,8 milliards d'années, 14 milliards d'années, ça veut dire que ces étoiles sont formées il y a 13 milliards d'années, 13,8 moins 1 milliard. Donc, beaucoup plus tôt. Tandis qu'ici, ce sont vraiment des galaxies en train de se former maintenant. Et donc je l'appelle une galaxie bébé. On voit des galaxies se former. Et je pense que ce sont ces galaxies qui sont des représentatifs dans l'univers local qui ont beaucoup d'étoiles jaunes et donc qui ont du gaz ionisé aussi par la lumière ultraviolette énergétique de ces galaxies. Et j'espère beaucoup voir ce genre d'objets justement dans les images que JWST va nous envoyer dans quelques mois, dans une demi-année ou quelque chose. Parce que si nos idées sont correctes, ça devrait correspondre à ça. Mais bon, il faut attendre toujours le verdict. En science, on a des théories, mais c'est le verdict des observations qui compte. Donc, si ça correspond à la théorie, il faut la jeter à la poubelle et recommencer de zéro. Mais c'est comme ça que la science marche. Donc ici, je vous ai dit qu'il y a l'inné et l'acquis dans les galaxies. L'inné et l'acquis dans les galaxies. Les galaxies sont façonnées par l'inné, donc propriété intrinsèque à la naissance de l'acquis. C'est comme nous. Vous voyez, l'homme est façonné par la génétique, ça c'est l'inné. Vous ne choisissez pas vos parents, vous héritez de leurs gènes, mais au cours de votre vie, il y a toujours l'interaction avec votre entourage, vos conjoints, vos amis, vos maîtres, qui influencent votre vie et votre comportement.
Et donc, pour les galaxies, c'est la même chose. C'est toujours une combinaison d'inné et d'acquis. Alors, l'inné, dans les galaxies, c'est les propriétés des nuages protogalactiques, c'est-à-dire, je vous ai dit que ces nuages vont s'effondrer sous leur cavité pour former des galaxies, et donc leurs propriétés vont dépendre des propriétés des nuages protogalactiques. Par exemple, la densité du gaz. Si la densité est très grande, la conversion du gaz en étoile se fera beaucoup plus vite. Si le nuage a un spin qui est très fort, ça va provoquer, à cause de la force centrifuge, ça va disposer toutes les étoiles dans un disque, donc il y aura un disque, un spin élevé, et ce sera la spirale. Vous voyez, donc, il y a les propriétés innées, mais donc voilà, ici j'illustre un peu les rôles de densité. Ici, par exemple, un nuage protogalactique beaucoup plus dense que celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus grand. Disons que tous les deux sont la même masse, mais celui-ci occupe un plus grand volume que celui-là. Donc celui-là est beaucoup plus dense, n'est-ce pas? La densité est plus grande. Donc, elle va s'effondrer et convertir tout son gaz en étoile. C'est ce que vous voyez ici. Vous voyez une galaxie elliptique. Tandis que pour quelque chose qui est beaucoup moins dense, vous voyez, il y aura du gaz qui reste, qui n'est pas converti en étoile, et ce gaz qui reste va se disposer en disque, la structure du disque que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous voyez, la densité du nuage protogalactique, bien sûr, joue un rôle, et aussi le spin, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de spin, toute la force de gravité sont radiales, donc elle va s'effondrer pour former quelque chose comme une elliptique. Tandis que s'il y a un spin, il y a la force centrifuge qui, de nouveau, va former un disque. Donc le spin ou la densité du nuage protogalactique joue un très grand rôle dans la nature même des galaxies qu'on voit dans l'univers. Donc, donc ça, c'est les propriétés génétiques, c'est l'inné, n'est-ce pas? C'est comme vous héritez des propriétés de vos parents, les galaxies héritent des propriétés des nuages protogalactiques, mais aussi il y a l'acquis, c'est-à-dire les effets environnementaux. Alors, bon, vous pensez que l'espace est très grand, que les galaxies ne sont pas n'entrent pas en collision, grave erreur, parce qu'en fait, il y a beaucoup moins d'espace entre les galaxies que, par exemple, l'espace entre les étoiles dans un amas globulaire. Il y a des collisions qui se font, et voyons, et en collisionnant, en fusionnant les galaxies, les galaxies peuvent changer de type morphologique. C'est-à-dire, si vous faites entrer en collision une spirale avec une spirale, le choc de la collision transforme tout le gaz qui reste dans les spirales en étoile, donc ça devient une elliptique en fait. Et ça va arriver, par exemple, vous savez, la galaxie la plus proche de la Voie lactée, c'est Andromède, qui est à quelques 900, près d'un milliard de millions d'années-lumière. Et on prévoit que dans 4,5 milliards d'années, la Voie lactée et Andromède entreront en collision. Donc c'est juste avant, en fait, la mort du Soleil, parce que vous savez, la mort du Soleil, enfin, le Soleil a vécu 4,5 milliards d'années, et dans environ 5 milliards d'années, il va épuiser son carburant d'hydrogène, et donc il va s'éteindre aussi. Donc, avant cette catastrophe annoncée, il y a la collision de la Voie lactée avec Andromède, et donc ça déclenche des sursauts de formation d'étoiles. Les vents galactiques, c'est-à-dire des supernovas,
qui va des supernovas, des explosions d'étoiles massives, qui va expulser le gaz en dehors du disque, mais la gravité le retient, alors il retombe dans le disque, formant des sortes de fontaines galactiques. Donc, vous voyez, ici, il y a des elliptiques qui entrent en collision aussi, et ça produit un elliptique beaucoup plus massif. Et puis, le balayage du gaz spirale devient des S0, c'est lenticulaire dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, si une spirale rentre dans un milieu où il y a beaucoup de gaz chauds, des gaz chauds qui émettent du rayon X, il va être, le gaz dans la galaxie va être balayé par ce mouvement et la spirale devient une lenticulaire, S0. Voilà, donc j'espère que je vous ai... Et pour vous dire que je n'ai pas menti, là, vous voyez ici les conséquences de deux galaxies spirales qui se rendent en collision. Voilà, une galaxie, et puis l'autre, c'est galaxie ici. Vous voyez, en rentrant en collision, les étoiles sont éjectées, formant des queues énormes et déclenchant des formations d'étoiles ici. Vous voyez, toutes ces images bleues sont des étoiles jeunes déclenchées par la collision de deux galaxies. Donc, vous voyez, donc ça, c'est des simulations par ordinateur, et vous voyez que ça reproduit presque bien les images qu'on voit dans le ciel. Vous voyez, il y a deux galaxies spirales qui rentrent en collision. Les collisions éjectent des étoiles qui forment des antennes. La galaxie s'appelle les galaxies aux antennes, justement. Et puis, tous se stabilisent après pour former une galaxie elliptique. Donc, deux spirales qui rentrent en collision peuvent devenir une galaxie. C'est un changement radical de nature, comme un changement de sexe des galaxies, en fait. Voilà. Oui, donc voilà des galaxies en fusion. Donc on voit beaucoup de ces phénomènes dans le ciel, hein, des galaxies qui rentrent en collision et qui modifient la nature. Ça, c'est AP 220, la fusion de deux galaxies. Vous voyez les deux noyaux des galaxies ici. Et ça, c'est quand les galaxies rentrent en collision, ça produit des éléments, des étoiles massives qui explosent dans des supernovas et qui projettent du gaz chaud à l'extérieur. Et on voit des gaz chauds ici dans l'image en rayon X de la galaxie naine NGC 15069. Donc, vous voyez, donc, des vents galactiques, tout ça, des fontaines galactiques, tout ça, on le voit quand on étudie les galaxies. Ici aussi, on voit, vous voyez, des structures qui sont en dehors de la galaxie. Ça veut dire qu'il y a eu que cette galaxie a mangé un autre. Et les structures sont des étoiles éjectées par des collisions passées. Donc, ici, vous voyez, par exemple, cette galaxie a mangé plusieurs galaxies, ce qu'on appelle du cannibalisme galactique. Donc, la galaxie mange des galaxies plus petites, moins massives pour augmenter en masse. Et on voit qu'elle n'a pas tout à fait digéré tous ces repas. Donc, on voit ces galaxies au centre aussi de ces galaxies. Donc, vous voyez, tout ça, je voulais vous montrer que les galaxies évoluent. Et c'est toujours un mélange d'inné et d'acquis, n'est-ce pas? Et je pense que les données que vous allez entendre de James Webb dans une demi-année va soit infirmer, soit confirmer tout ça. Je pense plutôt que ça va confirmer, parce que tout ça, c'est quand même des télescopes Hubble. Mais et il y a des galaxies, il y a aussi des galaxies noyaux actifs maintenant qui contiennent des trous noirs supermassifs. Et ça on appelle ça des quasars.
Et donc, ces trous noirs supermassifs, donc voilà, ces trous noirs ont des disques d'accrétion autour de ces trous noirs supermassifs. Par supermassif, je dis de masse de l'ordre d'1 milliard de masse solaire. Hein. C'est quand même très, très, très massif dans les quasars. Et donc, de temps en temps, il y a des jets qui sortent du disque d'accrétion de ce trou noir. Vous voyez des jets d'accrétion et on le voit. Ici, par exemple, dans M87, vous voyez qu'il y a une galaxie elliptique. Il y a le trou noir est ici et ça éjecte donc des phénomènes très, très violents qui se passent aussi au cœur des galaxies. Ça, c'est un trou noir qui a été observé par un télescope radio autour du trou noir de M87. Vous voyez. Sa masse est 6,5 milliards de masses solaires. Notre Voie lactée a aussi un trou noir, mais beaucoup moins massif. C'est l'ordre de 4 millions d'années-lumière seulement. Vous voyez. On sait qu'il y a... Ça, c'est le trou noir, on pense, qui est au centre de notre Voie lactée. Et on l'a détecté à cause des mouvements très rapides d'étoiles au centre galactique. Et quand une étoile se déplace très vite, ça veut dire que la masse qui l'attire est très grande. Donc on peut déduire qu'il y a un trou noir là de 4 millions de masses solaires. Ce qui est peu par rapport au supermassif, d'un trou noir supermassif dans les quasars que je vous ai dit tout à l'heure. Mais quand même, ça veut dire qu'il y a un trou noir dans presque toutes les galaxies qu'on a étudiées. Et ça, je vous ai dit déjà que la matière lumineuse, c'est 0,5%. La matière noire ordinaire, c'est-à-dire protons et neutrons, c'est 4,5%. Donc, on connaît environ 5% de l'univers. Mais 95% de l'univers composé de matière noire exotique, c'est-à-dire matière noire pas composée de protons et de neutrons, et l'énergie noire qui est responsable de l'accélération de l'univers, qu'on n'a aucunement, 95% de l'univers. Donc ça, c'est un grand problème qui reste pour les générations futures. Donc je vois beaucoup de jeunes dans la salle. C'est à vous de résoudre tous ces problèmes maintenant. Donc voilà, donc les simulations numériques de l'univers semblent confirmer cette simulation numérique, c'est-à-dire avec des grands ordinateurs. Alors, donc, vous voyez, on pense qu'il y a, tout ça, ce sont de la matière noire qu'on ne voit pas. Et de temps en temps, quand la densité est très dense, on voit la lumière qui s'allume, la matière qui s'allume. Et ça, ce sont des galaxies ou des amas de galaxies, des choses comme ça. Donc, en fait, nous vivons dans un univers, vous voyez, où de temps en temps seulement, nous voyons des galaxies, mais la plupart, c'est noir, c'est l'énergie noire, c'est la masse noire, 95%, on ne sait pas. Vous voyez, il y a un immense enchevêtrement de filaments de matière noire. De temps en temps, les régions les plus denses s'allument à cause des étoiles, mais vous voyez, c'est très rare parmi la vaste masse noire qui englobe l'univers. C'est comme si vous voyagez dans un avion. Vous regardez en bas, la plupart du temps c'est noir, n'est-ce pas? La Terre est noire, il n'y a pas de vide. Mais de temps en temps, il y a une ville, l'avion passe au-dessus d'une grande ville et on voit la lumière. Mais c'est un peu comme ça si vous promenez dans l'univers. Un vaste enchevêtrement d'une toile cosmique qui est complètement noire, sauf de temps en temps du gaz qui s'allume. Donc, ça, c'est la formation des structures qui se dessinent dans l'univers. Donc, il y a toutes ces galaxies. Alors, si vous... nous sommes ici, hein, nous regardons vers l'extérieur. Et donc, il y a des murs de galaxies
des vides, des galaxies, enfin tout ça, il y a une immense structure à grande échelle de l'univers qui est trouvée par les astronomes. Donc, juste pour vous mettre en appétit pour ces questions, vous verrez peut-être la réponse dans une année. Donc, les questions urgentes, les agents de réionisation sont-elles des galaxies, la première génération des galaxies? Alors, est-ce que ce sont les galaxies, comme je les présente, comme 1Q18, la galaxie jaune dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont responsables? Moi, je pense que c'est plutôt ça que les galaxies des générations subséquentes. Quels sont les processus physiques qui donnent naissance aux différentes catégories de galaxies, les spirales, elliptiques, irrégulières? Donc, j'espère que je vous ai montré un peu les enjeux qui vont être attaqués par Webb. Comment le gaz et la galaxie s'est enrichi en milieu lourd par les générations successives d'étoiles massives? Quel est le rôle des sursauts de formation d'étoiles, des trous noirs supermassifs dans la formation des galaxies? Enfin, il y a des tas de questions, mais au moins, je vous ai montré un peu la saveur de ce que va arriver bientôt. Et je suis sûr que comme Hubble, Webb révolutionnera de fond en comble notre vision du monde. Merci. Merci beaucoup au professeur Trinh Thuan de nous émerveiller, de nous montrer finalement combien on sait peu avec toutes ces découvertes et tout ce qui reste à découvrir, et finalement comme on plonge dans des abîmes de découvertes à venir. Donc profitez de la présence de cet éminent spécialiste qui est du sujet précisément de la naissance et de la formation et du développement des galaxies, pour poser vos questions. Alors, on va procéder comme d'habitude, nous commençons dans la salle, et s'il y a des questions en ligne, on les posera après. Donc, qui voudrait commencer? Je vais faire le tour avec le micro. Donc, si vous voulez directement. Je vous remercie pour cet exposé absolument passionnant, remarquable, un peu vertigineux. Et ce qui me fascine toujours dans vos ouvrages, c'est que vous liez toujours vos connaissances scientifiques avec un message, un caractère métaphysique. Et dans Ciel ouvert, on parle de science et spiritualité. Quel message donnez-vous de la conférence que vous venez de nous donner? Oui, d'abord, le message principal, c'est le message de l'interdépendance. Vous savez, nous sommes tous des poussières d'étoiles. J'espère que vous avez montré que sans les étoiles, il n'y aura que l'hydrogène et l'hélium, et donc nous ne serons pas ici pour en parler. Donc, c'est seulement par les étoiles que les éléments lourds, c'est seulement 2% de l'univers, mais elles donnent la complexité nécessaire pour fabriquer la vie d'abord. Mais comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, la vie n'a aucun sens si elle s'arrête, par exemple, à l'état des bactéries ou même des dinosaures, vous savez. Parce qu'eux, ils retraceront pas l'histoire du Big Bang de l'univers. Ils ne pourront pas donner un sens à l'univers. Parce que l'homme, je pense, par son existence, en le comprenant, en racontant cette histoire dont je vous ai parlé, donne un sens à l'univers. Je pense qu'il y a... et donc, jusqu'ici, nous sommes la seule forme de vie que nous connaissons. Mais justement, nous savons maintenant qu'il y a autant d'exoplanètes que d'étoiles dans l'univers, c'est-à-dire des centaines de milliards dans notre seule Voie lactée. Et pour moi, ce sera très, très loin que nous sommes la seule forme d'intelligence qui pourra donner un sens à l'univers. Donc, je suis de tout cœur avec mes collègues du SETI, vous savez, ces programmes qui essaient
de capter des signaux radio d'autres exoplanètes. À tous les collègues qui étudient les 4500 planètes que nous connaissons maintenant à cause des satellites, grâce surtout au satellite Kepler. Et donc, dans les années à venir, on va essayer de voir si ces exoplanètes, par exemple, ont ce qu'on appelle des biomarqueurs, c'est-à-dire l'oxygène, l'eau, le méthane, en fait, les sortes de chimie que l'on s'attend, ou l'on s'attend s'il y a des formes de vie ailleurs. Et donc, pour moi, je parie, enfin, j'aimerais bien la solution que nous ne sommes pas les seuls dans l'univers. Jusqu'ici, la science a toujours démontré que nous sommes spéciaux en rien. Vous savez, on pensait qu'on était le centre du système solaire. Copernic a démontré autrement. On pensait que le Soleil était au centre de la Voie lactée. On sait que c'est une étoile de banlieue maintenant. On pensait que toutes les autres galaxies sont contenues dans la Voie lactée. On sait maintenant qu'il y a des centaines de milliards de galaxies, comme je vous ai montré, formant une immense toile cosmique dans l'univers. Donc, pour moi, ce serait très, très difficile de penser que nous sommes les seuls à être dans l'univers, mais pour montrer que je suis correct dans mon intuition, il faut vraiment au moins une deuxième sorte de vie. Vous voyez, s'il y a une deuxième sorte de vie, la probabilité qu'il y ait une troisième, quatrième, cinquième sera un peu plus grande. Et à ce moment-là, on pourra dire que vraiment, comme Christian de Duve l'a dit, un biologiste belge, qui a dit que la vie est un impératif cosmique de l'univers, qui s'oppose donc au point de vue plus pessimiste de Jacques Monod, qui est un prix Nobel de biologie français aussi, qui dit que l'univers n'est pas gros de la vie. Vous voyez? L'homme a émergé par hasard dans un univers qui lui est complètement indifférent. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il y a une symbiose, une interdépendance entre l'homme et l'univers. Et donc, voilà. Mais j'espère que vous avez montré que nous sommes partis d'une vaste histoire cosmique dont nous sommes tous les héritiers. Nous partageons cette même histoire cosmique. Nous sommes les frères des bêtes sauvages et les cousins des coquelicots des champs. Donc, nous partageons tous la même histoire cosmique. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, merci pour la présentation. J'avais juste une question. Je voulais revenir sur la différence entre un trou noir et un quasar. Et puis deuxième petite chose, c'est que, on a entendu dire qu'il y a des trous noirs au centre de chaque galaxie. Et oui. Qu'en est-il des quasars? Est-ce qu'il y en a aussi au milieu dans chaque galaxie, ou pourquoi? Quelle est la réelle différence entre les deux déjà? Oui, l'évidence semble montrer qu'il y a un trou noir dans chaque galaxie, et on pense que ce trou noir, sa masse, vous voyez, sert de centre de gravité pour attirer justement les nuages d'hydrogène et de gaz vers le trou noir, et donc déclencher la formation d'étoiles et former des galaxies. Donc c'est pourquoi chaque galaxie a un trou noir autour en son centre. Alors, certaines galaxies ont un trou noir plus massif que d'autres, comme les quasars, qui sont très énergétiques en luminosité, tout ça, qui peuvent être atteints des milliards d'années, des milliards de masses solaires, tandis que notre Voie lactée, c'est quelques millions de masses solaires. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez marqué sur un des écrans qu'il y a une différence entre la matière noire exotique et la matière noire ordinaire. Oui. Est-ce que vous pourriez en dire un mot? Oui, la matière noire ordinaire, c'est les protons et le neutron, vous voyez.
C'est-à-dire, s'il y a des neutrons et des protons, c'est la même matière dont nous sommes composés, notre corps, cette table, tout ça. Tandis que la matière noire exotique, c'est quelque chose qui n'est ni proton ni neutron. Alors, comment on sait distinguer entre les deux? Parce que le neutron et le proton, vous vous souvenez, sont les bases pour former l'hydrogène et l'hélium. Vous vous souvenez de ça, pendant les 3 premières minutes de l'univers. Et on s'aperçoit que pour expliquer l'abondance d'hydrogène et d'hélium, il faut tout au plus 4,5% de la masse. Parce que si la masse était plus grande en matière ordinaire, il y aura beaucoup plus d'hydrogène et d'hélium dans les galaxies et les étoiles qu'on ne voit pas. Donc, juste en observant le montant de l'hydrogène et de l'hélium dans les galaxies que je vous ai montré, on peut déduire qu'il y a au plus 4,5% de matière ordinaire, mais pas les 27% de la matière noire exotique qui est requise pour expliquer le mouvement des étoiles dans les galaxies et le mouvement des galaxies dans les amas de galaxies. Parce que je vais expliquer, vous savez, notre Soleil, je vous ai dit, voyage à 220 km par seconde dans l'espace interstellaire, dans le disque de notre Voie lactée. Alors, on s'attendait que, à mesure qu'on s'éloigne de notre Soleil, vous voyez, les mouvements seront moins forts parce qu'il y aura plus de masse à l'extérieur et donc ces étoiles, si elles se déplacent trop vite, vont se perdre dans l'espace et les galaxies se disloqueront. Or, ils ne se disloquent pas. Donc, même si vous allez loin du Soleil, vous voyez, où le disque visible n'est plus visible, toutes les étoiles se meuvent toujours à 220 km par seconde. Donc, ça veut dire qu'il y a de la masse invisible qui exerce la gravité, qui retiennent les étoiles dans leurs orbites. Donc, c'est comme ça qu'on sait leur présence, qu'il y a de la masse noire, mais elle ne peut pas être ordinaire, c'est-à-dire composée de protons et de neutrons, parce que sinon, on ne pourra pas expliquer les abondances d'hydrogène et d'hélium dans les galaxies et les étoiles. J'ai un problème avec les échelles croisées, disons, indépendantes l'une de l'autre, de distance et de temps. Parce que si j'ai compris l'espoir du télescope James Webb, c'est de voir très loin. Très, très, très loin. Donc si on voit très loin, ça sera très loin dans le temps. Oui. Et donc, si on veut voir des galaxies jeunes, donc qui ont été formées il y a peu de temps, dans cette logique-là, elles ne peuvent pas être loin. Disons, on peut pas celles qu'on verra loin, c'est forcément des galaxies vieilles, voire même mortes, en fait, non? Non, on les voit dans les jeunesses parce que la lumière qui est partie il y a 400 millions d'années, vous voyez, maintenant est observée par Webb seulement. Donc, ce sont des galaxies très, très lointaines. James Webb fonctionne dans l'infrarouge. Et l'infrarouge, parce que plus une galaxie est lointaine, plus sa lumière est décalée vers le rouge. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Hubble. Et c'est comme ça qu'elle peut détecter des galaxies qui sont très, très lointaines. Mais 400 millions d'années, c'est récent par rapport à l'âge 400 millions d'années après le Big Bang, c'est-à-dire beaucoup plus. Ah, après 400 le Big millions Bang. après le Big Bang, c'est-à-dire entre la période de 380 000
et le premier milliard d'années. D'accord, je pensais à partir de maintenant. Non, pas à partir de voilà. maintenant. Moi, ce qui vous a confus, c'est que l'étude que je fais, moi, de 1/18, c'est vraiment une galaxie proche de nous. Mais il y a très peu maintenant qui se forment, en train de se former. 13,8 milliards d'années après la lumière. C'est pourquoi j'ai dû travailler dur pour trouver cette galaxie. Mais James Webb aura la tâche beaucoup plus facile, puis il suffit de regarder des objets très, très, très faibles et il pourra regarder des galaxies aussi jeunes que quelques centaines de millions d'années. Vous voyez. Donc vous avez trouvé une galaxie jeune, proche. Proche, oui, dans l'univers local. Elle a dit 49 millions d'années-lumière. C'est très local, ça. Parce que l'autre, c'est milliards d'années. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, oui. Ouais. D'accord, merci. Voilà. Merci pour votre exposé. Est-ce qu'on peut se demander si l'intelligence humaine ou l'intelligence artificielle qui est créée par l'intelligence humaine, enfin, disons l'intelligence terrestre, est suffisante pour appréhender d'autres formes de vie qui pourraient être dans l'univers? Je pense que non, bien sûr, la question est non. Je pense que, comme j'ai remarqué tout à l'heure, l'univers est toujours beaucoup plus intelligent que notre intelligence même. C'est ça. Donc, on est toujours surpris par les choses. Mais on travaille avec les hypothèses que nous avons, vous voyez. Donc, nous essayons de trouver d'autres formes de vie humaine. Ce sera un bouleversement énorme dans notre vision du monde, dans notre philosophie du monde, si nous retrouvons une autre forme de vie d'abord. Mais autrement plus compliqué encore, une autre forme d'intelligence. C'est encore... donc tout ça, mais il faut chercher. Je ne pense pas qu'il faut abandonner justement en disant que nous sommes trop stupides pour ne pas essayer de chercher quand même. Parce que si on ne cherche pas, le plus sûr moyen de ne rien trouver, c'est de ne pas chercher. Bien sûr, mais il y a peut-être aussi d'autres lunettes à mettre pour chercher. Oui. Enfin, chercher les critères de la vie sont... Des signaux des radios, par exemple, ou c'est ce qu'une bande d'astronomes a fait dans le programme SETI, vous savez, Search for Extraterrestrial Intelligent Life. Mais jusqu'ici, IT est silencieux. Aucun signal pour l'instant. Oui. Ouais, merci. Voilà. Alors, on a des questions en ligne. Ah oui. Alors, on a une question d'une auditrice qui écrit « Comment définiriez-vous l'énergie gravitationnelle ? C'est elle qui permet notre existence et celle de l'univers. Merci de continuer à nous émerveiller. » L'énergie gravitationnelle. Vous savez, la physique est la même près de chez nous que dans les premiers moments de l'univers. C'est toujours la constante de gravité. Ce qui m'a toujours étonné, c'est justement l'unité des lois physiques de l'univers. Ça ne change pas. Que nous soyons ici, proches de chez nous, à des galaxies de 13,8 qui se sont formées il y a 13,8 milliards d'années, ou des galaxies qui sont très très jeunes, qui sont aux confins de l'univers. Les propriétés de la lumière sont les mêmes, les propriétés des autres constantes physiques sont les mêmes. Donc, il y a une grande unité de l'univers. Ça c'est toujours très impressionnant. S'il n'y a pas de questions, je profite pour en poser une. Disons que par rapport à la recherche de la vie, est-ce qu'on pourrait très bien imaginer qu'il y ait de la vie, mais que ça remonte à des millions ou des milliards d'années, dans la mesure où il y a tout ce décalage dans le temps. Donc si on découvre maintenant des traces de vie, ça peut être très très en arrière, très ancien. Oui, tout à fait. Il y a toujours le décalage du temps. C'est vrai que notre système solaire s'est formé il y a seulement 4,5 milliards d'années. Et l'âge de l'univers, 13,8 milliards d'années. Donc, il y a quand même presque donc 13,8 moins 4,5, ça fait 9,5 environ milliards d'années, où
où le soleil n'existait même pas. Et donc, il y a pu y avoir d'autres formes de vie, d'autres soleils, d'autres formes de vie, tout ça. Et c'est vrai que les distances font que c'est difficile une communication directe. Donc, la seule chose qu'on peut assurer, c'est que, vous voyez, ils ne nous visent pas particulièrement, mais ils envoient comme des messages Internet, enfin, Internet sur l'échelle de la galaxie, par exemple, vous voyez, et que nous, par accident, nous captons un message comme ça, mais c'est vrai qu'on ne peut pas communiquer directement. Ça a été toujours un problème. La plus proche étoile, c'est 4,3 milliards d'années, approximativement 100 ans. Donc même si vous envoyez un signal radio, il ne parviendra que 4,3 millions, 4,3 années après. Et même s'il retourne tout de suite, le signal, ça fait quoi? 8,6 années. Ça c'est encore à l'échelle d'une vie humaine. Mais supposons que, vous savez, la taille d'une galaxie, c'est 100 000 années-lumière. Donc, si une galaxie au bord de la Voie lactée envoie un message à une autre civilisation au bord de la Voie lactée, ça fait 100 000 ans. Si l'autre répond tout de suite, ça fait encore 100 000 ans, ça fait 200 000 ans. Donc, 200 000 ans, c'est beaucoup plus long qu'une vie humaine. Donc, vraiment, avoir des dialogues en direct avec des civilisations interstellaires, ça va être difficile. Oui, l'espace est tellement grand et on est toujours limité par la vitesse de la lumière. Si Einstein est correct, et jusqu'ici, sa théorie a toujours démontré correct. Ouais. En fait, je croyais que dans les trous noirs, il n'y avait pas de matière, mais du coup, comment c'est possible qu'il y ait de la gravité qui attire les étoiles dedans? Vous pouvez formuler un peu plus haut? J'ai à peine à vous comprendre. Dans les trous noirs, je croyais que c'était pas composé de matière. C'est plutôt des? C'est pas composé de matière, non? Les trous noirs. Qu'est-ce qu'il y a dans les trous noirs? Oui, le trou noir englobe de la matière. Le trou noir, je vais vous montrer dans les prochaines conférences, ça résulte de l'effondrement gravitationnel d'une étoile massive de l'ordre plus de 10 masses solaires à 100 masses solaires, des choses comme ça. Et donc, c'est l'effondrement d'une étoile où la gravité devient tellement grande que même la lumière ne peut plus s'échapper. Ce sont des prisons de lumière, en quelque sorte. Mais elle englobe, elle mange de la matière. Si vous jetez toute votre poubelle dans le trou noir, rien ne ressortira. Enfin, ça, il y a peut-être un rayonnement qui ressortira, mais ça, c'est ce qu'on appelle le rayonnement Hawking. Mais bon, ça, c'est plus spécialisé. Mais en général, oui, elle mange de la matière. Et si un trou noir, par exemple, de 2 masses solaires s'agglomèrent avec un trou noir de 3 masses solaires, la masse totale du trou noir résultant, ce sera 2 plus 3, 5 masses solaires. Vous additionnez les masses. Ok, merci. Ah oui, la physique, c'est... On aimerait être intelligent à vous écouter, on aimerait être intelligent parce que ce sont des choses qui sont tellement extraordinaires. Il faut vraiment déjà arriver à le penser, tout ça, c'est fantastique. Oui, bon, même les astrophysiciens, quand ils ont découvert toutes ces propriétés de trous noirs, de pulsars, de galaxies, cannibalisme galactique, tout ça, collision de galaxies, ils ont été surpris. Ça a été toujours... Non, mais c'est ça qui fait l'excitation et la grandeur de l'astrophysique, je pense. Parce que c'est vraiment... C'est la question de nos origines, en quelque sorte. Oui, vos questions sont fantastiques parce que, au fond, oui, ça nous touche dans nos conceptions même de la pensée, du sens, voilà. C'est en cela, notre programme Sciences et Spiritualité
trouve sa raison d'être. Voilà, C'est-à-dire voilà. ce sont deux domaines vraiment différents qui ont leur propre logique, mais les questions qui les relient sont... Oui, c'est la question du sens, de notre existence dans l'univers. Hein, c'est ce que Yves a mentionné tout à l'heure aussi. Tout à fait. Merci. Alors, ce soir, c'est une petite fin par rapport à la suite qui va se poursuivre sur précisément naissance et vie des étoiles. Donc, la prochaine conférence, le 10 mai, sera sur naissance et vie des étoiles, le 31 mai sur la mort des étoiles. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, on vous convie à cette suite du cycle à ciel ouvert et nous vous remercions, mais vraiment avec enthousiasme, et on se réjouit beaucoup de vous recevoir la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci de m'avoir. Et nous saluons ceux qui nous ont suivis de loin en vous invitant à la prochaine séance. Merci beaucoup.